démocratique du Congo. Mais d'abord, nous voulons saluer l'élan massif observé après l'appel à la mobilisation générale lancée par le président de la République. Vous avez vu, à la suite de ce que le président avait fait comme appel, des jeunes s'est mobilisés dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Vous avez vu les prêtres à la SENCO, les gens politiques, tous répondre à l'appel massif, parce qu'il s'agit ici de défendre ce qui nous est à tous les plus précieux, la mère patrie, la République démocratique du Congo. Nous revenons avec le vice-premier ministre, nous sommes arrivés d'ailleurs cette nuit de Sharm el-Sheikh, où nous participions avec la collègue de l'environnement à la COP27. Nous reparlerons de la COP à son retour, mais en marge de cette réunion de la COP, il y avait une réunion de haut niveau de consultation de la communauté de l'Est. Mais bien avant que nous nous y rendions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait séjourné à Luanda autour du président Lorenzo et du ministre des Affaires étrangères Andolé Tété, ainsi que du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, pour faire le point de la feuille de route qui avait été convenue. Et donc, dans la tradition qui est la nôtre, sous la direction du Premier ministre Sama Lukonde, nous revenons au devant du peuple congolais à travers vous pour faire le point de la situation générale au plan diplomatique, mais aussi, vous suivez les nouvelles du front, le moment venu nous communiquerons, mais vous avez vu que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, notamment avec l'implication des forces aériennes, pour être sûr que nous défendons chaque centimètre de notre territoire. Le président avait parlé des sacrifices suprêmes, nous tous nous sommes engagés sur la voie de restaurer la fierté de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes coutumier de cet exercice. Nous avons voulu ce soir pour apporter des éléments à l'opinion nationale au regard des différents progrès qui ont été enregistrés sur le front diplomatique. C'est vous qui êtes les générales sur ces fronts. Nous serons heureux d'avoir vos inputs par rapport à toutes les missions que vous avez effectuées. Nous faisons d'ailleurs ces briefings vendredi soir spécialement parce que le vice-premier ministre doit encore reprendre l'avion pour continuer le travail qu'il fait. Il est épuisant, mais il est à la fois exaltant parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. C'est le général, je crois que le général, c'est le président de la République, qui est le premier diplomate. Moi, je suis peut-être le commandant des opérations sous ce plan-là. Oui, il y a eu certainement des avancées importantes. Je crois que l'opinion nationale et internationale a suivi des prises de position de certains partenaires qui reflètent de plus en plus d'autres façons de voir le processus de paix se dérouler et devenir un processus finalement prometteur. Pour être plus concret, les faits marquants sont les suivants. Premièrement, vous l'avez certainement dit, il y a eu la rencontre de Luanda, pour citer le dimanche, le samedi, de la semaine d'interminence, il devait poursuivre les discussions. Ça n'a pas été sanctionné par un communiqué parce qu'il y a eu des points de divergence qui n'ont pas été vidés. Ce qui est important, à mon sens, par rapport à ce processus, c'est que, nous avons décidé unanimement de relancer le dialogue parce que vous savez qu'avec les élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées en Angola, il y a eu un peu, j'allais dire, une pause parce qu'il fallait que ces élections se déroulent et ça s'est bien déroulé, vous le savez. Donc il fallait relancer la élection d'accord. Étant entendu, bien sûr, que nous avons aussi, de mon point de vue, de la manière de résoudre la crise, c'est-à-dire que c'est marqué dans le commentaire que nous considérons que le dialogue diplomatique était le moyen le plus approprié, en tout cas, de mon côté. Un deuxième élément, c'est que on a réaffirmé ce qui était déjà convenu dans la feuille de route du Rwanda, et nous avons arrêté, pour ne pas dire que nous avons noté
parce que la décision était déjà prise au niveau du président Lourenço, que le mécanisme ad hoc de vérification des accusations des uns et des autres, mécanisme piloté par le général Joao de l'Angola et constitué des observateurs angolais, ce mécanisme allait démarrer unico presto. Et parce que vous êtes les hommes des médias et les femmes des médias, vous savez que depuis, je crois, le mardi, le général Joao est déjà à Goma avec son équipe. Notre officier de liaison, le général Sassa, est déjà là aussi. Vous avez vu les images. Et j'ose croire, parce que je ne l'ai pas vu, que du côté de Rwanda, l'officier de liaison devrait être là aussi. Parce qu'il y a l'équipe, elle est angolaise, mais il y a l'officier de liaison général, côté congolais, et l'officier de liaison, dont on nous a dit qu'il aurait été déjà nommé du côté de Rwanda. On pourra donc d'échange préciser, donner une idée sur le travail à faire. Ça, c'est acquis, ça démarre. Il y a aussi le fait que, je crois que c'est le troisième élément, nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire les ministres, nous avons convenu qu'il fallait, comme c'est consigné dans la feuille de route de Luanda, avoir des réunions de coordination avec nos collègues ministres, les autres ministres de la communauté d'Afrique de l'Est, et pourquoi pas autant de ces réunions aux collègues ministres des pays membres de la CIRGL. Et d'ailleurs, le principe, c'est qu'on a dit qu'il fallait des réunions de coordination à tous les niveaux, étant entendu bien sûr que le président Joao Lourenço lui-même est en contact permanent depuis longtemps avec le président Mobutu, qui aujourd'hui est médiateur, désigné par la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que le quatrième élément, c'est que le président Lourenço, qui nous a demandé chacun à ce qui nous concerne d'expliquer à nos chefs d'État respectifs des éléments de convergence, a décidé de reprendre langue avec le président Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Ceux qui suivent, qui ont le temps de suivre les infos, je pense qu'ils savent le président Kagame aujourd'hui, le président Lourenço est aujourd'hui à Luanda et demain, il arrive ici pour consulter notre chef de l'État et par la suite, il verra dans quelle mesure le moment venu avoir une réunion élargie. D'abord, j'allais dire, première réunion au niveau de la CIRGL et par la suite élargie CIRGL et consulter l'Afrique de l'Est. Voilà, ça c'est Luanda en quelques mots. Deuxième fait marquant, c'est que enfin, la force régionale est en déploiement. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Si vous-même, les médias, vous diffusez les images et les infos, nous avons vu qu'effectivement, en première séquence, le président Ruto a présidé une cérémonie, évidemment comme ça s'est fait dans l'armée, qui a lancé le coup d'envoi de Taïwan. Au moment où nous parlons, il y a déjà les militaires kenyans qui sont à Goma et ça va continuer, sans oublier que les troupes burundaises sont déjà là, du moins dans la partie qu'elles devaient occuper. Donc là aussi, c'est un processus qui a démarré de ce côté-là. Nous avons eu en dernière phase, un dernier élément, comme l'a dit mon collègue, le ministre de la Communication. Nous avons eu, je crois, le lundi à Chamaché, une réunion de consultation par un sommet du chef d'État organisé par le président Ndayishimiye, qui est le président d'exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, la réunion qui a connu la participation de Madame la Présidente de la Tanzanie, le président du Burundi, le président qui a présidé, le président du Rwanda, le président du Kenya et d'autres pays étaient représentés par M. le Premier ministre, pour y manquer évidemment l'Ouganda et la République du Soudan du Sud. Là, il y a eu la même convergence, à savoir qu'il est temps d'appliquer
le point sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, et de voir que le processus de paix avance comme il se doit, de manière à ce que, si vous voulez, on mette fin à cette agression, c'est moi qui utilise l'expression, je ne veux pas prêter l'expression à d'autres pays, et on mettrait en tout cas à la crise sécuritaire en Est et que le processus de Nairobi reprenne son bonhomme de chemin avec toutes les chances de réussite, c'est-à-dire en fait avec plus d'efficacité, comme convenu dans tous ces volets politiques et militaires. Voilà, grosso modo. Bon, je crois que le comité de sanctions des Nations Unies, les gens ici à Kinshasa, on pourra en parler, chemin faisant. Voilà. Les porte-parole de l'armée qui nous a dit que dans une guerre, on peut faire la bataille par la guerre. Et donc moi, je considère la pire des hypothèses seront peut-être des batailles perdues, mais cette guerre, nous ne la perdrons jamais. Et je ne pense pas non plus que l'opinion peut se retourner dans la défense de la mère patrie. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation. À la suite de l'appel à la mobilisation, il a lancé un appel à la vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les Congolais partout se trouvent ont pris conscience du danger. Et les derniers appels de prêtres de la conférence épiscopale nationale du Congo est encore venu conforter la démarche du président de la République. Et aujourd'hui, nous tous, et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure dans le compte rendu, le président de la République a appelé à organiser la vigilance tant dans les niveaux scolaires, primaires, parce que nous tous devons intégrer dorénavant la culture de la défense de la patrie. Donc, de ce point de vue, je suis sûr qu'il n'y aura pas de retournement. Bien évidemment, il y a des positionnements politiques des uns et des autres, mais sur ce qui concerne la défense de la patrie, il est hors des questions de mettre les intérêts politiciens avant, parce qu'on veut faire la politique, justement parce que le Congo est Congo, et lorsque le Congo est affecté, il n'y a plus de place pour faire des débats politiciens. Nous avons soutenu le combat que nous menons contre l'agression rwandaise sous le couvert d'un 23 et avec le leadership du Sénat. Ils n'ont pas attendu ça pour soutenir. L'Union patriotique s'est manifestée depuis très longtemps, donc moi je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'autre, bien au contraire, et ça va s'amplifier. Quelle est la garantie que après que nous allons maintenir en fait notre position de refus? Nous maintiendrons cette position. Je suis fondé à vous le dire, au nom du président de la République, au nom de l'État. Nous ne changerons pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement que nous en avons marre, le chef de l'État a dit aux Nations Unies qu'il faut en finir, que nous sommes déterminés à défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays, quel qu'en soit le prix. Non seulement qu'il y a cette nécessité vitale pour notre pays, mais également, nous sommes liés par la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque citoyenne de l'UA, la Convention de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, convention qui a été modifiée en 2004 par le protocole d'accord d'Addis Abeba. Et je peux vous donner la définition du terroriste, si le collègue le permet. Je l'ai amené parce que les gens pensent que nous avons dit que l'M23 était le mouvement terroriste par, si vous voulez, excès de révolte, je ne veux pas dire par caprice, ou par une sorte de fantaisie. Voici ce qui dit la Convention à l'article 1er, à l'alinéa 1er de son article 1er, point 3. Sur la prévention, on entend par acte terroriste tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État partie à la Convention, susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes qui occasionne donc l'acte ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel
est commis dans l'intention 1. D'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes. 2. De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations. 3. De créer une insurrection générale dans un État parti. Voilà la définition de l'acte terroriste. Et donc, dans l'ordre de l'Union africaine, tout groupement qui commet ce type d'acte est qualifié de groupement terroriste. Voilà pourquoi nous disons que l'M23 est un groupe terroriste. Donc ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Et tant que ça reste dans cette posture, croyez-vous que nous allons accepter de négocier avec l'M23 sans violer ces dispositions impératives d'un instrument juridique fondamental dans la lutte, dans la prévention de la lutte de l'Union africaine contre le terrorisme? Mais sans faux. Est-ce que vous croyez que vous, les Congolais qui vous suivez, vous êtes prêts à accepter cela? Je ne le crois pas. Donc, soyez rassurés, et le président l'a dit aussi, et à la suite du président, nous avons eu à répéter le président, pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que l'M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4. Il faut que cesse tout soutien à tout groupe armé et dans le cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. Nous sommes là. Chrétiens, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire qui va changer ça? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la deuxième conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire, c'était son expression. Qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Donc c'est la coopération. Donc nous devons avoir le dialogue. Mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si cela est fait, je dis encore une fois, l'histoire étant ce qu'elle est, la politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Nous sommes ouverts à des discussions autant que faire se peut, étant entendu bien sûr qu'en la matière, la confiance et l'intérêt mutuel constituent des fondamentaux qui fécondent toute perspective de coopération et de partenariat mutuellement bénéfiques. Alors, s'il y a, tant il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que nos frères en face du lac Kivu, si je m'abuse, rien ne prouve qu'ils vont renoncer. Apparemment, aujourd'hui, ce n'est pas au rendez-vous. Nous trouverons toujours des raisons de ce petit. Nous aurons exactement la même attitude. Et je peux même le dire, parce que mon collègue de la communication a parlé des élans patriotiques autour du chef de l'État, autour de la défense de notre pays. Je dirais même que, bon, pour nous,
les fondamentaux de notre vivance ne vont jamais changer. Et je suis certain, je le dis, même après nous, parce que personne n'est éternel. Je ne crois pas que les Congolais qui viendront demain, après-demain, vont accepter de transiger sur ce que je vous dis. Alors, vous avez posé la deuxième question. Toute notre composante est infusée en elle dans le vouloir vivre collectif bretonne. Faites le tour du monde, tout soit la l'histoire universelle. C'est ça la force de la nation. Et ce qui s'est passé, Monsieur le Président, c'est fondamental. Mon collègue Patrice Mouyaya, Patrick, a parlé de l'assurance de la part du président. Mais c'est aussi de l'assurance de la part de nos compatriotes tutsis congolais. C'était nécessaire aussi que ça se fasse de cette manière. Le chef de l'État, comme nous disons chez nous, le garant de la nation, le père de la nation, dit nous sommes tous ensemble. Intérêt, unité. Eux sont venus et ils ont parlé pour dire nous sommes des Congolais. Voilà, c'était bon rendez-vous, n'est-ce pas? Donc, c'est essentiel et je pense que tout le monde a pénétré la portée politique de cette rencontre au-delà des villages de caméra de la RTC. Il a parlé de mon expérience. Oui, vous savez, depuis le Haut Conseil de la République, pendant la transition, il y a eu beaucoup de rebondissements et nous souhaitons que la volonté du président de mettre un terme à cela, parce que, il faut dire, Patrick Mouyaya l'a rappelé, le président, c'est pratiquement, depuis que nous sommes dans cette phase de renouveau démocratique, le chef d'État qui a dit à la face du monde, et il a dit la vérité, qu'il y a de Tutsis congolais, il y a de Hutus congolais, il y a de Hutus congolais, et on peut continuer la série. Il a bien sûr. Patrick l'a dit. Donc, c'est bien ce moment. Nous observons, nous rendons à l'évidence, l'évidence ne se discute pas, elle se constate, que les missions normales d'un ambassadeur, de manière générale une représentation diplomatique, ne sont plus possibles. Nous avons pris acte de ce que la présence de l'ambassadeur Kariga était sans danger, était devenu sans danger. Ça veut dire quoi? Un ambassadeur ou une représentation diplomatique a pour mission 1. Entretenir, promouvoir les relations entre son pays et le pays accréditaire. Le pays auprès duquel il est accrédité, le pays où se trouve la représentation diplomatique. Deuxième élément, numéro 2, c'est aider au règlement des différends, même des simples malentendus qui interviennent entre son pays et le pays accréditaire. Vous conviendrez avec moi qu'aucune de ces fonctions n'était remplie. Et vous avez même remarqué, lors de la conférence du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CERC, consacrée à la crise au Tchad, vous avez vu que la place du Rwanda est totalement vide. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut plus être. C'est ça. Je prends la chose de Mamo. Et nous sommes rendus à cette évidence. Et le gouvernement de la République l'a invité à repartir, à regagner son pays, parce qu'il ne servait plus à rien. Sa présence était sans objet. Comme je l'ai dit, je crois, en 2004. Y aura-t-il une évolution positive qui créerait des conditions de confiance, d'intérêt mutuel, et qui permettra à un ambassadeur rwandais d'être utile à son pays et à la RDC? Nous le souhaitons vivement. Mais pour le moment, je ne sais pas si je déconne, mais je ne crois pas qu'il y a l'ambassadeur sera quelque chose ici. Et je précise que, parce qu'on nous a dit de l'autre côté, qu'eux n'appliquent pas
comment dirais-je, le principe de la réciprocité et n'allons pas jusqu'à une mesure de rétorsion. Nous n'avons pas d'ambassadeur au Rwanda depuis que Maître Koulou a été rappelé à Kinshasa. Et donc, on ne peut pas demander à un ambassadeur qui n'existe pas de rentrer dans son pays. Nous avons appelé Madame notre chargée d'affaires parce que nous estimions aussi que, bon, il ne voit pas trop le travail qui est fait là-bas. Donc, il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas non plus à banaliser.